Alors, bonsoir à toutes et tous et merci de rester encore pour cette dernière présentation. Depuis plus de 10 ans, l'AIUS, à l'initiative de Marie-Vonne Desbarats, qui malheureusement nous a quittés en 2014, avait mis en place un groupe de travail autour des violences sexuelles et du médico-légal. C'est dans ce contexte que nous sommes très contents d'accueillir, donc bien sûr Patrick Blacher, que vous connaissez toutes et tous depuis longtemps comme pilier de notre association et de la sexologie en France, maintenant à Genève. À mi-temps. À mi-temps, et toujours à Aix-les-Bains. À mi-temps. Voilà. Et puis sa collègue, Madame Frioud, qui vient également de Suisse maintenant. Alors, dans un premier temps, Patrick Blacher va nous présenter l'approche sexologique des sujets présentant un trouble du spectre autistique ou de patients présentant un handicap mental. Et l'on va voir donc l'importance de l'évaluation sexologique et les perspectives de prévention primaire. Voilà. Bonjour, donc effectivement, je remercie l'AIUS et la Fédération d'avoir permis au groupe de travail médico-légal de sexologie de s'exprimer. Alors c'est vrai que c'est un sujet qui peut paraître extrêmement pointu, mais vous allez voir que pour les étudiants que vous êtes, pour beaucoup d'entre vous, c'est quelque chose qui est riche au niveau de l'espoir thérapeutique et puis des perspectives de recherche. Et donc notre but, en quelque sorte, en fin d'entretien, ça serait que vous puissiez venir nous rejoindre et pourquoi pas nous succéder pour les plus anciens d'entre nous dans ce groupe de travail sur les violences sexuelles. Donc le groupe de travail, c'est pas limité à la sexologie forensique, expertale ou des criminels ou auteurs d'agressions sexuelles. C'est aussi la prévention primaire, notamment des violences sexuelles. Et il y a d'autres collègues que nous qui travaillent sur des problèmes plus pointus. Donc là, nous allons vous présenter un travail qui est fait par une équipe universitaire, donc sous plusieurs angles, une équipe de psychiatrie légale dans un centre de médecine légale. Donc on aborde dans un premier temps les dysfonctions sexuelles, les agressions sexuelles ou infractions sexuelles qui sont commises par des sujets qui présentent des troubles du spectre autistique ou une déficience intellectuelle et qui sont de plus en plus judiciarisées. Il y a 15, 20, 30 ans, quand j'ai commencé à travailler, les sujets qui étaient déficients intellectuels, qui s'exhibaient dans la rue, on disait il est handicapé et rien ne se passait. Et si d'aventure il y avait une plainte de déposer, il n'y avait pas de suite judiciaire. Tel n'est pas le cas aujourd'hui, ce qui fait que les experts ont à voir en expertise des sujets qui présentent des déficiences intellectuelles ou des sujets autistes, et ils font forcément poser des questions différentes, aussi bien aux magistrats qu'aux experts en matière de responsabilité, qu'aux thérapeutes en matière d'injonction de soins, et c'est de ça dont on va essayer de vous parler aujourd'hui. Donc, notre objectif, c'est de sensibiliser le public des assises à l'intérêt de la sexologie donc forensique. Forensique, c'est pas médico-légal, parce que c'est aussi la sexologie criminologique, expertale, et puis médico-légale pure. Donc, on va vous présenter donc deux travaux différents. Donc, le premier, c'est l'approche expertale des infracteurs à caractère sexuel et des comportements à caractère sexuel problématique. On verra quelle est la différence des sujets qui présentent un trouble du spectre autistique. Et un deuxième travail qui sera présenté par ma collègue pour montrer la diversité de la sexologie forensique sur l'amélioration des outils en expertise de crédibilité. Donc la crédibilité, c'est un sujet qui est peu étudié en France parce que depuis Outreau, ces questions sont plus posées à l'expert, mais en Suisse, il y a des outils qui sont à la disposition des experts pour rendre le discours des experts plus crédible en quelque sorte. Donc avant-propos, d'abord, on parlera aujourd'hui du trouble du spectre autistique au sens où le DSM l'entend. Ça me paraît important de le savoir.
Deuxièmement, donc, de bien distinguer ce qu'est un comportement sexuel problématique. Par exemple, si vous êtes déficient intellectuel et que vous masturbez de façon compulsive dans votre établissement où vous êtes pris en charge, ce n'est pas un acte de délit. Par contre, dès qu'il y a une victime ou dès que c'est en public, c'est une infraction à caractère sexuel et a priori, vous êtes injusticiable comme les autres et vous avez beau être déficient intellectuel ou autiste, vous allez être poursuivi par la justice. Donc la présentation qu'on vous présente, c'est qu'une illustration du travail qui sera donc présentée de façon plus complète au prochain congrès international francophone sur l'agression sexuelle. Donc je vais commencer par vous parler d'une vignette clinique. Donc on va faire un peu comme dans questions criminelles ou faites entrer l'accusé. Je vous ai présenté là la scène du crime en quelque sorte. Donc vous voyez, c'est un jeu pour enfants. Alors je précise que ces faits sont commis en France pour des raisons d'éthique et déontologie. On peut difficilement prendre des cas cliniques quand ils sont en Suisse. Donc j'ai pris un des sujets que j'ai vus en France, c'est plus simple. Donc les faits, ils se produisent de lundi 20 juin 2013 à 13h45. Il y a une petite fille qui s'appelle Julie et qui est dans le parc public, qui est en photo. Et ce parc est à côté de son école, c'est entre midi et 2. Elle vient de monter sur un tourniquet quand soudain elle est projetée à terre par un homme de grande taille, dira-t-elle. Et celui-ci a un comportement tout à fait étrange. Il prend sa place après l'avoir fait tomber et il prend quelques tours de tourniquet de façon assez compulsive et après il s'en va en reprenant calmement son chemin comme si rien ne s'était passé. Et là, la petite Julie en pleurs se précipite dans les bras de sa mère et lui dit « Tu sais, c'est lui, le monsieur dont je t'ai parlé hier, maman. C'est lui qui m'empêche de jouer au toboggan. Il se met à l'arrivée, comme ça, en bas du toboggan pour m'empêcher de passer et il me met la main sur ma culotte. » L'enquête est tout de suite confiée à la police du département et elle va établir que la personne qui a bousculé la fillette, trace de chaussures, chose du 48. Il est effectivement de grande taille et très impressionnant. Il fait 1m98, je précise. L'enquête de voisinage établit que depuis environ un mois, un jeune homme de type européen, c'est important, importune les enfants. Il prend leur place sur les jeux et les touche parfois brusquement avant de partir. Je précise qu'il ne les touche pas uniquement aux organes génitaux, mais il touche l'épaule, le nez, le front, le menton. La plupart des contacts sont donc non génitaux, mais plusieurs enfants disent aussi avoir été touchés par-dessus les vêtements au niveau de l'entrejambe. Et très vite, les enquêteurs mettent en cause Kevin, 18 ans et demi. Alors, qui est Kevin ? C'est un sujet qui présente un trouble du spectre autistique diagnostiqué depuis l'âge de 4 ans, mais qui a été difficilement pris en charge parce qu'en plus, il avait une leucémie. Donc, il n'a pas vraiment été pris en charge par des spécialistes de l'autisme, alors que dans la région où il vit, on est en France, il y a quand même des prises en charge spécialisées. Il vit seul avec sa mère. Son père n'a pas supporté le diagnostic et a quitté le couple parental quand il avait 10 ans. Kevin présente depuis l'âge de 15 ans des comportements sexuels problématiques sous forme de masturbation en public dans le cadre de son établissement, donc c'était justement toléré, et de toucherisme, c'est une paraphilie. Il touche indifféremment les parties sexuées ou non, donc ça c'est plus toucherisme, du corps des sujets qui sont connus ou inconnus de lui, enfin tous les gens qui sont près de lui. Mais ça se passait juste à présent dans le cadre familial, donc c'était toléré, ou dans le cadre du foyer, les éducateurs étaient tout à fait indifférents à tout ceci. Mais à ses 18 ans, il a été admis dans un internat et un ESAT. Il a quitté l'IM-Pro et il devait rentrer au foyer quelques jours après les faits qui lui sont reprochés. Mais depuis les faits, le foyer refuse de prendre en charge un agresseur sexuel et du coup, sa mère a dû quitter son emploi pour s'occuper de son fils. Et de fait, elle l'amène sans cesse de chez elle à l'établissement où il est toujours accepté, mais en qualité d'externe. L'expertise confiée à un collègue va confirmer le diagnostic de TSA avec troubles cognitifs, donc il a un bas niveau intellectuel. La responsabilité, il va être reconnu comme atteint d'un trouble psychique, en fait neuropsychique, dit l'expert, altérant fortement, mais n'abolissant pas son discernement et le contrôle de ses actes. L'expert conclut à une dangerosité comme étant très importante, c'est marqué en gras dans son expertise, en dehors d'un milieu fermé. Il se prononce pour une injonction de soins dans le cas d'un contrôle socio-judiciaire et ça, c'est pas étonnant, il ne dit pas quels soins il faut proposer. Que peut dire les sexologues ? Sur l'expertise, on n'a pas grand-chose à voir, mais quand même, on peut toujours dire que certes, il s'agit bien
d'un sujet qui souffre d'un trouble du spectre autistique, mais que les comportements sexuels des autistes, ils n'ont pas toujours forcément une signification sexuelle, que la sexualité, la sensorialité, l'approche du corps qu'a l'autisme n'est pas la même que pour un sujet qui n'a pas ce type de trouble. Et ça me paraît important que les sexologues en parlent, parce que la masturbation n'est pas toujours sexuée, elle peut être une stéréotypie. La sexologie permet surtout d'établir que la prévalence des comportements sexuels problématiques chez les sujets autistes est en quelque sorte la normalité. Il y a plus de sujets autistes qui sont infracteurs sexuels que de sujets autistes qui ne le sont pas. Il y a de multiples études, j'en cite une parce qu'on a très peu de temps, qui est relativement ancienne, qui date de 93, comme on dit chez nous, et qui a été faite sur des sujets de 9 ans à 38 ans. Plus de la moitié, 65%, se touchent les organes génitaux en public. Un quart, 23%, se masturbent en public. 18% touchent des personnes du sexe opposé et 14% se masturbent avec des objets insolites. Donc on le voit, les comportements sexuels problématiques sont tellement importants que le jour où on judiciarisera tout le monde, plus de la moitié des sujets présentant un autisme seront en injonction de soins. L'apport de la sexologie forensique en matière de prévention secondaire, en matière de traitement, est extrêmement décevante. Je n'ai quasiment pas retrouvé, enfin nous n'avons, parce qu'on est deux à avoir fait cette étude, pas retrouvé de publications scientifiques sur les traitements spécifiques que l'on peut proposer aux auteurs d'infracteurs à caractère sexuel quand ils sont autistes. Quid des traitements classiques que l'on propose aux auteurs d'infractions à caractère sexuel ? Est-ce que les psychothérapies sont adéquates ? Est-ce que les traitements freinateurs de la sexualité sont adéquats ? Est-ce qu'on peut proposer des traitements anticompulsifs de la sertraline ? Aucune publication. Donc, il y a des travaux de mémoire à faire pour être applaudi l'an prochain à 17h quand vous présenterez votre communication. Les assistants sexuels, donc ça c'est quelque chose qui n'existe pas en France, qui existe chez nous. Il y a quelques publications là-dessus, mais on n'a pas tellement le droit d'en citer parce qu'on n'a pas le droit de faire la promotion de type d'assistance en France. Il faut savoir que le facteur limitant, quel que soit le pays, c'est le coût des assistances sexuelles. 1 heure d'assistance sexuelle, ça coûte à peu près 3 consultations d'un psychiatre conventionné secteur en France. Donc même pour les Suisses ou les Belges, c'est quelque chose qui est assez inabordable de façon régulière pour des sujets porteurs de handicap. Et puis, quid des sexothérapies par des sexologues ? Je n'ai pas trouvé une seule publication, un seul mémoire sur les traitements sexologiques adaptés au TSA pour des sujets infracteurs à caractère sexuel. Alors en prévention primaire, par contre, ça existe, et ça, les sexologues devraient être quelque part les promoteurs d'une éducation sexuelle adaptée. Pourquoi ? C'est parce qu'une éducation sexuelle des sujets TSA, elle doit être faite en collaboration avec des professionnels qui savent ce qu'est la sensualité, qui savent ce qu'est la sensorialité, qui est très particulière des sujets autistes. Elle doit être aussi quasiment individualisée, parce qu'il n'y a pas un sujet autiste qui ait le même rapport à son corps, à la sensualité, à la sexualité qu'un autre. Les objectifs sont aussi différents, car il faut parfois faire le deuil de ce qu'on peut imaginer être la sexualité d'un sujet autiste. C'est pareil pour les déficients intellectuels, car il faut parfois les accompagner à faire le deuil d'une relation sexuelle au sens commun du terme. Faire l'amour est quelque chose qui est souvent étranger, parce que l'autre est souvent étranger. Et le partage avec un autre, donc les empathies, si vous voulez, sont souvent inaccessibles aux sujets porteurs de TSA. Ce qui veut dire que parfois, l'éducation sexuelle, elle doit tenir compte du contexte et on ne pourra pas proposer au sujet un véritable épanouissement dans sa sexualité parce qu'on a des limites. Alors, il y a une référence que je donne, mais il y en a plein d'autres. Ce sont les Québécois qui ont été les premiers à travailler sur les éducations sexuelles des sujets qui présentent des TSA pour justement faire en sorte que leur comportement sexuel problématique puisse être intégré dans leur façon de vivre, dans leur sexualité, et puis qu'ils puissent arriver à les maîtriser quand ils sont en relation avec d'autres. Donc je renvoie aux publications du docteur Isabelle Hainaut, donc vous les aurez dans les publications écrites qui seront publiées en sexologie, et vous pouvez aussi m'envoyer des courriels en attendant si vous voulez que je vous adresse des liens bibliographiques sur le sujet. Que retenir de tout ça ? Mais finalement rien, si ce n'est qu'il y a de plus en plus de judiciarisation des comportements sexuels problématiques des sujets présentant un TSA et aussi des sujets déficients intellectuels, mais ça, j'en parle pas aujourd'hui parce que ça serait trop long. Et
on met en évidence simplement que les sexologues, ils ont leur mot à dire, ça serait passionnant, mais pour l'instant, ils n'ont rien dit. Donc on fait appel à vous, parce qu'en matière de recherche, ne serait-ce que de connaissances sur ce qu'est le développement psychosexuel spécifique des troubles du spectre autistique, on n'en sait pas grand-chose. En matière de prévention primaire, il faudrait au moins faire la promotion de ce qui existe déjà, valider l'efficacité dans la prévention des infractions à caractère sexuel, et puis essayer de faire une recherche, alors là pour le coup exhaustive, sur la prévention secondaire, sur les traitements spécifiques de ces sujets. Et pourtant, et ça me paraît essentiel d'insister là-dessus, il y a une réelle souffrance. Des victimes, c'est évident, mais aussi des parents, des victimes et des auteurs eux-mêmes. Les parents, pour eux, c'est une catastrophe. Imaginez que vous ayez, je ne sais pas, il y a des enfants, il n'y en a pas ici, mais il y a beaucoup de parents, et donc vous avez peut-être des enfants. Imaginez que votre fils ou votre fille souffre d'un trouble du spectre autistique. Donc déjà, ça a été difficile pour vous. Ça fait 20 ans que vous occupez de lui. Vous avez dû parfois adapter vos horaires de travail. Et puis le regard qu'on porte sur vous, il n'est pas évident. Si en plus, quand vous faites votre course à Carrefour ou au supermarché d'à côté, eh ben, votre fils met sa main dans la culotte ou votre fille montre son slip et dégrade son soutien-gorge, c'est quelque chose qui est insupportable. Et quand après, vous avez la police qui vient chez vous pour dire qu'il est en garde à vue, ça, c'est encore pire. Et je pense que ne serait-ce que pour ça, on a un devoir, nous, en tant que citoyens, mais aussi en tant qu'experts, en tant que médecins, en tant que sexologues, de faire progresser la science dans cette matière. Ces questions attendent donc vos réponses, donc nous attendons vos travaux, donc on est prêt à vous écouter aux assises, et puis dans un congrès international, c'est un petit peu les assises au niveau francophone international. Le prochain est à Montréal au mois de mai-juin de cette année, et dans 2 ans, c'est l'AIUS et 3 autres associations françaises qui l'organisent à Montpellier. Donc vous avez 2 ans pour préparer vos travaux, et on les attend avec impatience. Donc pour cela, nous vous invitons à rejoindre notre commission de recherche médico-légale dans le cadre de notre association. Donc le stand de l'AIUS attend vos inscriptions. Vous pouvez aussi proposer un sujet de recherche de mémoire à vos directeurs de mémoire. Et puis je vous invite aussi, pour avoir une autre illustration de ce que peut être la recherche en matière de sexologie médico-légale, à écouter ma collègue, donc, qui est Madame Estelle Friou, qui va vous parler de ce sujet très spécifique, qui est l'évaluation de la crédibilité des victimes. Donc, je vous remercie.